Chapitre 15. Alors le pantin, découragé, fut sur le point de se jeter par terre et de s'avouer vaincu. Quand, à force de regarder autour de lui, il vit, au milieu des arbres, briller dans le lointain les fenêtres d'une petite maison blanche comme la neige. « Si j'avais assez de force pour arriver jusqu'à cette maison, je serais sauvé, » se dit-il. Et, sans perdre une minute, il se remit à courir dans le bois, et les assassins couraient derrière lui. Après une course désespérée de presque 2 heures, il arriva enfin, hors d'haleine et épuisé, à la porte de cette petite maison. Il frappa. Pas de réponse. Il recommença à taper avec violence, parce qu'il entendait s'approcher le bruit des pas et le souffle menaçant de ses persécuteurs. Même silence. Renonçant à frapper, il se mit à donner des coups de pied dans la porte. Alors une fenêtre s'ouvrit, et une belle jeune fille, aux cheveux bleus et au visage blanc comme la neige, les yeux fermés et les mains croisées sur sa poitrine, disait, sans remuer les lèvres, d'une petite voix qui semblait venir d'un autre monde: « Il n'y a personne dans cette maison, ils sont tous morts. »« Au moins toi, ouvre-moi !» cria Pinocchio en pleurant et en suppliant. « Moi aussi, je suis morte. »« Morte? Alors que fais-tu à la fenêtre ?»« J'attends le cercueil qui va m'emmener. » Dès qu'elle eut fini de parler, la jeune fille disparut et la fenêtre se referma sans bruit. « Oh, belle jeune fille aux cheveux bleus !» cria Pinocchio. « Ouvre-moi par charité, et pitié d'un pauvre enfant poursuivi par des assassins. » Mais il ne put finir de parler, parce qu'il se sentit attrapé par le collet, et les 2 grosses voix grondèrent en le menaçant. « Maintenant, tu ne nous échapperas plus !» Le pantin, se sentant sur le point de mourir, fut pris d'un tremblement si fort que ses genoux s'entrechoquaient et qu'on entendit tinter les 4 pièces d'or qu'il tenait cachées sous sa langue. « Maintenant, » dirent les assassins, « tu veux ouvrir la bouche, oui ou non? Ah, tu ne réponds pas. Cette fois, je vais te la faire ouvrir, moi. » Et en sortant 2 longs couteaux aiguisés comme des rasoirs, vlan, ils lui assénèrent 2 coups au milieu des reins. Mais le pantin, par bonheur, était fait d'un bois très dur. C'est pourquoi les lames se cassèrent en 1000 morceaux, et les assassins restèrent avec le manche du couteau dans les mains. Ils se regardèrent. « J'ai compris, » dit l'un des assassins. « Il faut le pendre. Pendons-le. »« Pendons-le, » répondit l'autre. Sitôt dit, sitôt fait. Ils lui lièrent les mains dans le dos, et, en lui passant un nœud coulant autour du cou, ils l'attachèrent à une grosse branche du grand chêne. Puis, ils s'assirent dans l'herbe, en attendant que le pantin rende le dernier soupir. Mais le pantin, au bout de 3 heures, avait toujours les yeux ouverts, la bouche fermée, et il gigotait plus que jamais. À la fin, fatigués d'attendre, ils se tournèrent vers Pinocchio et lui dirent en ricanant: « Adieu et à demain. Quand nous reviendrons demain, j'espère que tu auras la politesse d'être bel et bien mort, avec la bouche ouverte. » Et ils s'en allèrent. Pendant ce temps, un grand vent impétueux de tramontane s'était levé. Il soufflait et mugissait avec rage, en voyant valser çà et là le pauvre pendu, en le faisant se balancer comme le battant d'une cloche qui sonnerait pour une fête. Et ce balancement lui donnait le vertige, et le nœud coulant lui serrait de plus en plus la gorge en l'empêchant de respirer. Petit à petit, ses yeux s'embuèrent. Il sentait venir la mort, mais il espérait toujours qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un passerait et aurait pitié de lui. Il attendit, il attendit, il attendit. Mais quand il comprit que personne ne viendrait, alors son pauvre papa lui revint à l'esprit, et il balbutia, à moitié mort: « Oh, mon papa,
si tu étais ici. Il n'eut pas assez de souffle pour dire autre chose. Il ferma les yeux, ouvrit la bouche, étira les jambes, donna une grande secousse et resta là, inanimé. Chapitre 16. Pendant que le pauvre Pinocchio, pendu par les assassins à la branche du grand chêne, paraissait plus mort que vif, la belle jeune fille aux cheveux bleus apparut encore à la fenêtre et se sentit pleine de pitié en voyant le pauvre malheureux pendu par le cou, dansant dans le vent et se cognant au tronc. Elle frappa dans ses mains 3 fois. À ce signal, on entendit un grand bruit d'ailes et un grand faucon vint se poser sur l'appui de la fenêtre. « À vos ordres, ma chère fée, » dit le faucon, en baissant le bec pour faire la révérence. Parce qu'il faut savoir que la jeune fille aux cheveux bleus était une très gentille et très bonne fée qui habitait depuis plus de 1000 ans dans cette forêt. « Tu vois ce pantin pendu à une branche du grand chêne ?»« Oui, je le vois. »« Très bien, envole-toi et va tout de suite là-bas. Avec ton gros bec, tu couperas la corde qui le tient suspendu et tu le poseras délicatement sur l'herbe au pied du chêne. » Le faucon s'envole, puis, au bout de 2 minutes, il revint. « Ce que vous m'avez commandé, c'est fait. »« Et comment tu l'as trouvé, vivant ou mort ?»« À le voir, il avait l'air mort, mais il ne devait pas être mort tout à fait, parce que, dès que j'ai eu fini de couper la corde qui lui serrait le cou, il poussa un gros soupir en disant « Ouf, ça va mieux !» Alors, la fée tapa 2 fois dans ses mains, 2 petits coups, et arriva à un magnifique caniche en livrée d'apparat. Il avait sur la tête un tricorne bordé d'or, une perruque blanche dont les boucles descendaient jusqu'aux épaules, un habit couleur chocolat avec des boutons en diamant et 2 grandes poches pour mettre les os que lui donnait sa patronne, une paire de culottes de velours cramoisi, des chaussettes de soie, des souliers à boucles d'argent et, derrière, une espèce d'ombrelle de satin bleu pour abriter sa queue quand il pleuvait. « Viens, Médor, » dit la fée au caniche. « Fais atteler le plus beau carrosse de mon écurie et prends le chemin du bois. Arrivé sous le grand chêne, tu trouveras, allongé sur l'herbe, un pauvre pantin à moitié mort. Soulève-le délicatement, pose-le sur les coussins du carrosse et ramène-le ici. Tu as compris ?» Le caniche, pour montrer qu'il avait compris, remua 3 ou 4 fois la queue et partit comme une flèche. Au bout d'un moment, on vit sortir de l'écurie un beau carrosse couleur du ciel, tout rembourré de plumes et doublé de crème fouettée. Le carrosse était tiré par une centaine de petites souris blanches et le caniche, assis sur le siège, faisait claquer son fouet à droite et à gauche comme un cocher qui aurait peur d'arriver en retard. Il n'était pas parti depuis un quart d'heure que le carrosse était déjà de retour. La fée, qui attendait devant la porte de sa maison, attrapa le pauvre pantin et le porta dans une chambre aux murs de nacre et envoya chercher les médecins les plus fameux du voisinage. Les médecins arrivèrent tout de suite, l'un après l'autre, un corbeau, une chouette et un grillon. « Ce que je voudrais savoir, » dit la fée en se tournant vers les médecins, « c'est si ce malheureux pantin est vivant ou mort. » Le corbeau s'avança le premier. Il prit le pouls de Pinocchio, puis il lui tâta le nez, puis le petit doigt de pied. Après l'avoir bien touché, il dit solennellement « Moi, je crois que le pantin est bel et bien mort. Mais si par malheur il n'était pas mort, je dirais qu'il est toujours vivant. »« Je regrette, »
dit la chouette, de devoir contredire le corbeau, mon illustre ami et collègue. Pour moi, au contraire, je pense que le pantin est toujours vivant. Mais si par malheur il n'était pas vivant, alors il serait mort. « Et vous ne dites rien ?» demanda la fée au grillon. « Moi, je dis qu'un médecin prudent, quand il ne sait pas quoi dire, la meilleure chose à faire, c'est de se taire. Du reste, le visage de ce pantin ne m'est pas inconnu, je le connais un peu. » Pinocchio, qui jusque-là était resté immobile comme un bout de bois, eut une espèce de frémissement qui fit bouger tout le lit. « Ce pantin, continua le grillon, est un mauvais sujet. » Pinocchio ouvrit les yeux et les referma aussitôt. « C'est un vaurien, un bon à rien, un vagabond. » Pinocchio se cacha la figure sous les draps. « Ce pantin est un fils désobéissant qui fait mourir son papa de chagrin. » À ce moment, on entendit dans la chambre un bruit sourd de pleurs et de sanglots. Figurez-vous comme ils furent abasourdis quand, en soulevant un peu le drap, ils s'aperçurent que c'était Pinocchio qui pleurait et sanglotait. « Quand le mort pleure, c'est le signe qu'il est sur le point de guérir, » dit le corbeau solennellement. « Je regrette de devoir contredire mon illustre ami et collègue, mais quand le mort pleure, c'est le signe qu'il n'a pas envie de mourir. » Chapitre 17. À peine les trois médecins furent-ils sortis que la fée s'assit à côté de Pinocchio, et après lui avoir tâté le front, elle s'aperçut qu'il avait une forte fièvre. Alors elle mit une certaine poudre blanche dans un demi-verre d'eau, et, le tendant au pantin, elle dit gentiment « Bois ça, et en quelques jours tu seras guéri. » Pinocchio regarda le verre, fit la grimace et dit d'une voix plaintive « C'est sucré ou c'est amer ?»« C'est amer, mais ça te fera du bien. »« Si c'est amer, je n'en veux pas. »« Écoute-moi, bois-le. »« Mais je n'aime pas ce qui est amer. »« Bois-le. Quand tu l'auras bu, je te donnerai un bonbon pour te rafraîchir la bouche. »« Où il est le bonbon ?»« Le voici, » dit la fée en tirant de sa poche une bonbonnière en or. « D'abord je veux le bonbon, et après je boirai ce dégoûtant remède. »« Tu me le promets ?»« Oui. » La fée lui donna le bonbon, et Pinocchio, après l'avoir croqué et avalé en une seconde, dit en se léchant les lèvres « Ce serait bien si les bonbons étaient aussi un médicament, je me soignerais tous les jours. »« Maintenant, tiens ta promesse, et bois ces quelques gouttes d'eau, et elles te rendront la santé. » Pinocchio, plein de mauvaise volonté, prit le verre et plongea dedans la pointe de son nez, puis il l'approcha de sa bouche, puis il replongea dedans la pointe de son nez. Finalement il dit « C'est trop amer, c'est trop amer, je ne veux pas boire ça. »« Et comment tu le sais, tu ne l'as même pas goûté. »« Je l'imagine, je l'ai senti à l'odeur. Je veux d'abord un autre bonbon, puis je le boirai. » Alors la fée, avec toute la patience d'une bonne maman, lui donna un autre bonbon. Puis elle lui tendit encore le verre. « Je ne veux pas boire ça, » dit le pantin en faisant 1000 grimaces. « Pourquoi ça ?»« Parce que le coussin que j'ai sur les pieds me gêne. » La fée enleva le coussin. « Ce n'est pas la peine, même comme ça je ne peux pas boire. »« Qu'est-ce qui te gêne encore ?»« La porte de la chambre qui est restée ouverte. » La fée alla fermer la porte de la chambre. « Bref, » cria Pinocchio en donnant un coup de pied, « cette sale eau amère, je ne veux pas la boire. Non, non, non. »« Mon enfant, tu t'en repentiras. Ça m'est égal. »
Ta maladie est grave. Ça m'est égal. La fièvre t'emportera dans quelques heures dans l'autre monde. Ça m'est égal. Tu n'as pas peur de la mort? Je m'en moque. Plutôt mourir que de boire cette médecine amère. À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvrit en grand, et on vit entrer 4 lapins noirs comme l'encre, qui portaient un petit cercueil sur leurs épaules. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» cria Pinocchio, effrayé en s'asseyant dans son lit. « Nous sommes venus te prendre, » dit le lapin le plus gros. « Me prendre? Mais je ne suis pas encore mort. »« Pas encore, mais il ne te reste que quelques minutes à vivre, parce que tu refuses de boire le remède qui t'aurait guéri. »« Oh, ma fée! Oh, ma petite fée !» commença alors à crier le pantin. « Donne-moi tout de suite le verre, parce que je ne veux pas mourir. Non, je ne veux pas mourir. » Il prit le verre des 2 mains et l'avala d'un trait. « Patience, dirent les lapins. Aujourd'hui, nous avons fait le voyage pour rien. » Et remettant le petit cercueil sur leurs épaules, ils sortirent de la chambre en grommelant et en murmurant entre leurs dents. Le fait est qu'en quelques minutes, Pinocchio sauta du lit bel et bien guéri. Parce qu'il faut savoir que les pantins de bois ont le privilège de tomber rarement malades et de guérir très vite. La fée, le voyant courir dans toute la chambre, vif et joyeux comme un petit poulet, lui dit « Donc, mon remède t'a fait du bien ?»« Plus que du bien, il m'a ressuscité. »« Alors, pourquoi t'es-tu fait tant prier pour le boire ?»« C'est parce que tous les enfants sont comme ça. Nous avons plus peur des remèdes que du mal. »« Quelle honte! Les enfants devraient savoir qu'un bon médicament, pris à temps, peut les sauver d'une grave maladie, et même de la mort. »« Oh, une autre fois, je ne me ferai pas tant prier. Je me souviendrai de ces lapins noirs avec le cercueil sur les épaules. Et alors, je prendrai le verre et je le boirai tout de suite. Maintenant, viens ici et raconte-moi comment ça se fait que tu te sois trouvé aux mains des assassins. » Le marionnettiste Mangefeu m'avait donné des pièces d'or et il m'avait dit « Porte-les à ton papa. » Et moi, au contraire, j'ai rencontré en chemin un renard et un chat, des personnes très bien, qui me dirent « Tu veux que ces quelques pièces deviennent 1000 et 2000 ? Viens avec nous et nous t'emmènerons au champ des miracles. » Et moi je dis « Allons-y !» Et ils me dirent « Arrêtons-nous ici à l'auberge de l'écrevisse rouge et nous repartirons à minuit. » Et moi, quand je m'éveillai, ils n'étaient plus là, parce qu'ils étaient déjà partis. Alors j'ai commencé à marcher dans la nuit tellement sombre qu'on ne peut pas le dire, et je trouvai sur ma route 2 assassins habillés avec 2 sacs de charbon, qui me dirent « Sors ton argent !» Et moi je dis « Je n'en ai pas !» Parce que les 4 pièces d'or, je les avais mises dans ma bouche, et les assassins essayèrent de l'ouvrir, et moi, en mordant, j'ai coupé la main de l'un d'eux, mais au lieu d'une main, c'est une patte de chat. Et les assassins se mirent à me courir après, et moi je courais de plus en plus vite, mais eux couraient plus vite que moi. Et à la fin, ils me rejoignirent, ils me pendirent par le cou à une branche d'un arbre de cette forêt, en disant « Demain nous reviendrons ici, et alors il sera mort avec la bouche ouverte, et comme ça nous prendrons les pièces d'or qu'il a cachées sous sa langue. » « Et maintenant, les 4 pièces d'or, où tu les as mises ?» lui demanda la fée. « Je les ai perdues, » répondit Pinocchio. Mais il mentait, car en réalité, il les avait dans sa poche. Dès qu'il eut dit ce mensonge, son nez, qui était déjà long, se mit à s'allonger de plus en plus. « Et où les as-tu perdus ? » ?»« Dans le bois voisin. » À ce second mensonge, le nez de Pinocchio recommença à s'allonger. « Si tu les as perdus dans le bois, dit la fée, nous les chercherons et nous les retrouverons, parce que tout ce qui se perd dans le bois
on le retrouve toujours. « Ah, je m'en souviens maintenant, » répondit le pantin en trichant encore. « Les 4 pièces d'or, je ne les ai pas perdues, je les ai avalées pendant que je buvais votre remède. » À ce 3e mensonge, le nez de Pinocchio s'allongea tellement qu'il ne pouvait plus tourner la tête. S'il remuait un peu, il tapait du nez contre le lit ou contre les vitres de la fenêtre ou contre la porte de la chambre. Et s'il levait un peu la tête, il risquait de cogner un œil de la fée. Et la fée le regardait et riait. « Pourquoi riez-vous » lui demanda le pantin, tout confus et inquiet, parce qu'il croyait que son nez lui avait crevé un œil. « Je ris à cause de tous les mensonges que tu as dit. »« Comment savez-vous que j'ai dit des mensonges ?»« Les mensonges, mon enfant, on les reconnaît tout de suite, parce qu'ils sont de 2 sortes. Il y a le mensonge qui ont les jambes courtes et ceux qui ont le nez long. Les tiens, justement, sont ceux qui ont le nez long. » Pinocchio, plein de honte, ne savait plus où se cacher, et il essaya de s'enfuir de la chambre. Mais il ne réussit pas. Son nez était devenu tellement long qu'il ne pouvait plus passer par la porte. Chapitre 18. Comme vous pouvez l'imaginer, la fée laissa le pantin pleurer et hurler pendant une bonne demi-heure, parce que son nez ne passait pas par la porte de la chambre. C'était pour lui donner une bonne leçon, et pour qu'il se corrige de ce vilain défaut de dire des mensonges, le défaut le plus laid qu'on peut trouver chez un enfant. Mais quand elle le vit défiguré, avec les yeux hors de la tête, elle fut prise de pitié et elle battit les mains. À ce signal, entrèrent dans la chambre un millier de ces gros oiseaux appelés pivers, qui, en se posant sur le nez de Pinocchio, commencèrent à le becqueter, tant et si bien qu'en quelques minutes ce nez énorme se trouva réduit à sa taille normale. « Que vous êtes bonne, ma chère fée, » dit le pantin en s'essuyant les yeux. « Et comme je vous aime !»« Je t'aime aussi, » répondit la fée. « Et si tu veux rester avec moi, tu seras mon petit frère, et moi, je serai ta grande sœur. »« Je resterai volontiers, mais mon pauvre papa !»« J'ai pensé à tout. Ton papa est déjà averti, et il sera ici avant la nuit. »« Vraiment ?» cria Pinocchio en sautant de joie. « Alors, ma petite fée, si vous le voulez bien, je vais aller à sa rencontre. Je ne vois pas le moment de l'embrasser, ce pauvre vieux qui a tant souffert à cause de moi. »« D'accord, mais fais attention à ne pas te perdre. Prends le chemin du bois, et je suis sûr que tu le rencontreras. » Pinocchio partit. À peine entré dans le bois, il se mit à courir comme une chèvre. Mais au bout d'un moment, arrivé devant le grand chêne, il s'arrêta, parce qu'il avait cru entendre du bruit au milieu des branches. Et devinez qui il vit arriver sur le chemin. Le renard et le chat, ses 2 compagnons de voyage, avec lesquels il avait mangé à l'auberge de l'Écrevisse rouge. « Mais c'est notre cher Pinocchio !» cria le renard en le prenant dans ses bras et en l'embrassant. « Comment ça se fait que tu sois ici ?»« Comment es-tu ici ?» répéta le chat. « C'est une longue histoire, » dit le pantin, « et je vais vous la raconter. Sachez que l'autre nuit, quand vous m'avez laissé tout seul à l'auberge, j'ai rencontré des assassins. »« Des assassins ? Oh, mon pauvre ami, et qu'est-ce qu'ils voulaient ? » ?»« Ils voulaient me voler mes pièces d'or. »« Infâme !» dit le renard. « Plus qu'infâme, » répéta le chat. « Mais moi, je me suis échappé, » continua le pantin, « et eux me couraient après. À la fin, ils m'ont rejoint et ils m'ont pendu à une branche de ce chêne. » Et Pinocchio montra le grand chêne qui était à 2 pas. « C'est une honte, » dit le renard.
Dans quel monde vivons-nous? Où trouverons-nous un endroit sûr pour nous autres gentilshommes? Pendant qu'il disait ça, Pinocchio s'aperçut que le chat était manchot, parce qu'il lui manquait toute la patte avec les ongles. Alors il demanda: Qu'est-ce que tu as fait de ta patte? Le chat voulut répondre quelque chose, mais il s'embrouilla. Alors le renard dit: Mon ami est trop modeste, c'est pour ça qu'il ne répond pas, je répondrai à sa place. Sache donc qu'il y a 1 heure, nous avons rencontré en route un vieux loup, à moitié mort de faim et qui demandait l'aumône. Nous n'avons rien à lui donner, même pas une arête de poisson. Alors, qu'est-ce que mon ami a fait? Il s'est coupé une patte de devant avec ses dents et il l'a jetée à cette pauvre bête pour qu'elle puisse déjeuner. Et le renard, en disant cela, essuya une larme. Pinocchio, plein de pitié lui aussi, s'approcha du chat et lui dit à l'oreille: Si tous les chats étaient comme toi, les souris seraient bien heureuses. Et maintenant, que fais-tu ici? Demanda le renard au pantin. J'attends mon papa, qui va arriver d'une minute à l'autre. Et tes pièces d'or? Je les ai toujours dans ma poche, moins une que j'ai dépensée à l'auberge de l'Écrevisse Rouge. Quand on pense que ces 4 pièces pourraient devenir demain 1000 et 2000, pourquoi tu n'as pas suivi mon conseil? Pourquoi tu ne vas pas les semer dans le champ des miracles? Aujourd'hui, c'est impossible, j'irai un autre jour. Un autre jour, ce sera trop tard, dit le renard. Pourquoi? Parce que le champ a été acheté par un grand seigneur, et à partir de demain, personne n'aura la permission de semer de l'argent. Est-ce que ce champ des miracles est très loin? 2 kilomètres à peine. Veux-tu venir avec nous? Dans une demi-heure, nous y sommes. Tu sèmes tout de suite tes 4 pièces d'or. Au bout de quelques minutes, tu en récolteras 2000 et tu t'en iras les poches pleines. Tu veux venir avec nous? Pinocchio hésita un peu avant de répondre, parce qu'il se rappelait la bonne fée, le vieux Geppetto et les avertissements du grillon. Mais il finit par faire comme tous les enfants sans cervelle et sans cœur, et en haussant les épaules, il dit au renard et au chat: « Allons-y, je viens avec vous. » Et ils partirent. Après avoir marché une demi-journée, ils arrivèrent à une ville qui s'appelait Attrape-Nigo. À peine entré dans la ville, Pinocchio vit toute la rue peuplée de chiens galeux qui bâillaient de faim, des moutons tondus qui tremblaient de froid, des poules sans crête et sans barbillon qui demandaient l'aumône d'un grain de maïs, des grands papillons qui ne pouvaient plus voler parce qu'ils avaient vendu leurs belles ailes colorées, des paons tout déplumés qui faisaient peine à voir, et des faisans qui s'en allaient clopin-clopant en pleurant leurs belles plumes d'or et d'argent, maintenant perdues à jamais. Au milieu de tous ces mendiants et de ces misérables passaient de temps en temps de beaux carrosses, avec dedans un renard ou une pivoleuse ou un oiseau de proie. « Et le champ des miracles, où est-il » demanda Pinocchio. « Là, à 2 pas. » Sitôt dit, sitôt fait, ils traversèrent la ville et, une fois hors des murs, ils s'arrêtèrent dans un champ solitaire qui ressemblait à tous les autres champs. « Nous y voilà, » dit le renard au pantin. « Maintenant, penche-toi, fais un petit trou avec tes mains dans le champ et mets dedans tes pièces d'or. » Pinocchio obéit. Il creusa un petit trou et mit dedans les 4 pièces d'or qui lui restaient. Puis il recouvrit le trou avec un peu de terre. « Maintenant, » dit le renard, « va à la fontaine là-bas, prends un seau d'eau et arrose ce que tu as semé. » Pinocchio alla à la fontaine, et comme il n'avait pas de seau, il enleva une de ses chaussures et la remplit d'eau. Puis il arrosa la terre qui couvrait le trou, puis il demanda: « Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ?»« Plus rien, » répondit le renard.
Maintenant, nous pouvons partir. Toi, tu reviens dans une vingtaine de minutes et tu trouves l'arbre, déjà sorti du sol, avec ses branches couvertes de pièces d'or. » Le pauvre pantin, fou de joie, remercia 1000 fois le renard et le chat et leur promit un beau cadeau. « Nous ne voulons pas de cadeau, » répondirent les deux malandrins. « Il nous suffit de t'avoir appris la façon de s'enrichir sans se fatiguer, et nous sommes contents comme ça. » Ceci dit, ils dirent au revoir à Pinocchio et, lui souhaitant une bonne